Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission à contre-courant, l'émission qui pense l'actualité. Amadou Lamine Sall, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une figure emblématique de la littérature sénégalaise et africaine, poète et écrivain. Beaucoup vous considèrent comme l'héritier de Léopold Sédar Senghor. D'ailleurs, le président poète vous considère comme l'un, je peux utiliser le présent, j'espère, vous considère comme l'un des plus doués de votre génération. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est tout un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Les Peuls et les Toucouleurs sont honorés et comblés de vous annoncer que les Sérères sont revenus au pouvoir. Les Peuls et les Toucouleurs ont gagné. Ils ont un esclave devenu roi, en plus d'avoir le plus jeune Nelson Mandela d'Afrique. Sorti de prison par les Pangols, ça c'est une provocation, et adoubé par son peuple, le voilà directement au palais. J'invite tout le Fouta à le célébrer. Les Sérères sont forts, mais les Peuls et les Toucouleurs ne sont pas petits pour avoir un esclave comme roi. Comme le Sénégal est grand et beau, si beau. Amadou Lamine Sall, c'est par ces mots que vous avez rendu hommage au nouveau président de la République. Votre esclave serait devenu roi, dites-vous. Il sera beaucoup question de vivre ensemble aujourd'hui. Mais tout d'abord, que pensez-vous de l'évolution du cousinage à plaisanterie au Sénégal? Écoutez... Reste-t-il toujours un instrument de cohésion nationale? Oui, je crois que ce que j'ai dit sur notre cher président n'est rien d'autre que la vérité. Les Sérères sont bien les esclaves des Peuls et des Toucouleurs. Mais je dis toujours que moi, j'ai accepté désormais d'être un esclave. Et de Vous n'avez plus le choix de... Voilà. J'ai accepté d'être un esclave depuis Senghor. Depuis Senghor, j'ai accepté d'être un esclave parce que j'ai vu que les Sérères étaient vraiment puissants. C'est un très beau pays, le Sénégal. Et si nous restons unis, si nous faisons de nos cultures et de nos valeurs le fondement de notre vie en commun, nous gagnerons toujours. Alors, ma réponse à votre question est que nous devons continuer à être ce que nous sommes. Nous devons redevenir ce que nous sommes. Parce que ce pays est un grand pays et ses valeurs sont très belles. Et si nous restons ensemble, nous deviendrons un grand pays et nous n'aurons peur de rien. Est-ce que vous pensez avec cette élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye que le Sénégal est redevenu une poésie après les soubresauts et les crises politiques de ces dernières années? Vous savez, j'ai été très ému et très touché par l'arrivée de Diomaye au pouvoir. Tout le monde attendait Ousmane Sonko. Et finalement, par l'alchimie du divin, nous avons eu Diomaye, nous avons eu aux Sérères. Et je crois que ce pays est un pays qu'il faut aimer. C'est un pays dont il ne faut pas avoir peur. Et l'arrivée de ce jeune président est un immense espoir. Il nous faut des ruptures. Nous avons besoin de ruptures. Parce que les ruptures sont des dynamiques. Sont des dynamiques de transformation de nos sociétés. Mais sous Senghor, les Sénégalais, ils étaient à peine 5 ou 6 millions. Ils sont aujourd'hui près de 16 à 18 millions. Et rien que des jeunes. Et que parmi ces jeunes, l'un d'entre eux, choisi par Dieu et choisi par le peuple sénégalais également, soit arrivé au pouvoir, nous devons nous en féliciter et l'accompagner et le soutenir et l'aimer.
et lui faire confiance. Vous avez dit aussi dans une récente contribution, reprenant votre maître toujours Léopold Sédar Senghor, que pour diriger le Sénégal, il faut un saint ou un héros. Est-ce que vous pensez que le tandem Diomaye-Sonko est un cocktail de ces deux vertus? Oui, c'est ce que j'ai écrit parce que vous savez que Senghor, c'est Senghor. Nous avons la chance, nous sommes aimés par Dieu, de nous avoir donné Senghor comme premier président de la République du Sénégal. Si nous n'avions pas eu Senghor, que serait devenu le Sénégal aujourd'hui? Il a créé les fondements d'un pays solide. Il a créé une république. Et au-delà d'une république, il a créé une nation où les Peuls, les Toucouleurs, les Diola, les Mandingues, les Sérères vivent ensemble, où les chrétiens et les musulmans vivent ensemble. Et je crois que nous ne devons jamais oublier ce que Senghor a fait pour ce pays. Je m'amuse toujours en taquinant le président pour dire que nous avons un second Ferrer à la tête de l'État. Et nous ne pouvons pas échouer. Nous ne pouvons qu'avancer. Et c'est pourquoi donc, même si votre question m'échappe un peu... J'ai dit que, est-ce que vous avez dit que vous avez repris Senghor, voilà. Est-ce que le tandem Diomaye-Sonko est un cocktail de ces deux vertus-là, héros et saint? Senghor avait dit que pour être un président de la République au Sénégal, il faut être un saint ou un héros. Et je me suis amusé à faire la comparaison. Alors j'ai dit que Diomaye, au regard de ce qu'il est, au regard de sa posture, de la manière dont il est apparu, nous avons un garçon merveilleux, tranquille, apaisé, poli et qui écoute. C'est véritablement un saint. Avec sa barbiche et sa moustache, mais c'est presque un marabout. Le tour est joué. Donc, c'est un garçon qui vraiment nous laisse apaiser. Et maintenant, il y a l'autre. L'autre, c'est Sonko. L'ouragan. Lui, c'est le rebelle. Lui, c'est l'orage et l'ouragan. Lui, c'est la tornade. Et c'est lui le héros. Ce n'est pas Diomaye le héros, mais c'est lui le héros. Alors, mais que Senghor ait dit que pour être président de la République du Sénégal, il faut être soit un saint, soit un héros, et que Dieu nous donne à la fois un saint et un héros à la tête de l'État, et que voulez-vous d'autre? Que voulez-vous d'autre? Et la question que j'aimerais vous poser, Amadou Lamine Sall, on a beaucoup parlé de Senghor et peut-être on n'a pas encore fait 10 minutes d'émission. Est-ce que le Sénégal, parmi les leaders politiques, est-ce que le Sénégal manque de leaders politiques, artistes, comme on l'a connu autrefois? Léopold Sédar Senghor, Cheikh Hamidou Kane et tant d'autres. Est-ce que c'est pas pour cette raison que la politique sénégalaise manque de, je vais provoquer, lyrisme actuellement? Vous avez posé une question très intéressante, mais vous devez deviner ma réponse. Je suis pour les artistes, je suis pour la culture. Et j'ai dit toujours que quand on parle des poètes, tout le monde se met à rire. Tout le monde se met à dire, tiens, mais ce sont des rêveurs. Mais qu'est-ce que c'est que rêver? Rêver n'est rien d'autre, mais que vouloir autre chose que le présent. Et nous avons eu la chance d'avoir un rêveur, entre guillemets, un poète à la tête de l'État. Mais ce n'était pas un scientifique, Senghor. Ce n'était pas un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées. C'était un poète. C'était un professeur de latin grec, un professeur de lettres. Et c'est cet homme qui a bâti ce grand Sénégal d'aujourd'hui. Et il a laissé un héritage à Abdou Diouf, mais qui était un grand commis de l'État. Abdoulaye Wade, mais qui était un artiste, parce qu'Abdoulaye Wade est un artiste.
C'est un grand guitariste. Il n'a jamais joué sur scène. Il aurait pu prendre sa guitare et jouer. Et puis, il y a eu Macky Sall. Et puis, Diomaye. On m'a dit que Diomaye aimait beaucoup la poésie. Et qu'il en écrivait même. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, pour répondre à votre question, c'est que si le Sénégal est le Sénégal d'aujourd'hui, comme le Sénégal de demain, dans 50 ans, notre meilleur ambassadeur sera la culture. Absolument. Parce que le Sénégal est connu par la culture. Son rayonnement international, mais ce n'est ni l'économie, ni le pétrole, ni le gaz, c'est la culture. Et c'est pourquoi donc, nous devons prier pour que tous les présidents de la République d'ailleurs, mais qui arrivent au pouvoir, ils ont tous Senghor dans leur rétroviseur. Absolument. Avoir Senghor dans son rétroviseur, c'est bien. C'est se souvenir que quoi qu'il arrive, nous ne devons pas oublier la culture et que nous devons donner davantage de respect et de considération aux artistes, aux écrivains. Mais maintenant, si on a vu tant de violence ces dernières années en Amadou Lamine Sall, est-ce que ce n'est pas parce que la culture, justement, est aux abonnés absents? Je répondrai à votre question en vous disant que d'abord, la culture, mais ce sont les valeurs fondamentales d'une société. Et ce sont ces valeurs-là que nous avons perdues, que nous avons presque totalement perdues. Et si nous avons perdu ces valeurs, nous avons tout raté. Et c'est parce que justement, nous avons perdu ces valeurs-là que nous avons eu en face de nous cette violence terrible qui a marqué notre pays. Mais c'est-à-dire que ces valeurs, elles manquaient à ceux-là même, mais qui venaient s'attaquer au pouvoir. Et le pouvoir lui-même n'avait pas également les valeurs qu'il devait avoir pour faire face aux autres. Les deux camps sont condamnables. Parce que nous sommes une société apaisée, une société qui a des valeurs. Et si les uns comme les autres étaient partis de nos valeurs, de notre culture, de notre éthique, nous n'aurions pas eu ce spectacle douloureux qui a marqué notre pays. Ça, je voulais vous le dire, c'est véritablement un manque de culture, mais c'est-à-dire une perte de valeur fondamentale qui nous protégeait, mais de tout. Et il y a la culture. Il y a la culture également, c'est-à-dire le contraire de l'ignorance. Parce que l'ignorance est terrifiante. Mais c'est vraiment la nuit. Li wolof di wax mooy nite. Nit doyul. Da ngay nite. Il nous manque au Sénégal ay nit yu nite. Donc, il y a l'ignorance, il y a l'illettrisme, il y a l'analphabétisme, il y a la bravade, il y a l'insolence, il y a l'indiscipline. Et ça, c'est le manque de culture. Mais là, est-ce que votre génération, cette belle génération élégante, cultivée, n'a pas péché dans la transmission? Nous n'avons pas péché dans la transmission. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Je ne suis pas de ceux qui pensent que nous avons échoué, que notre génération a échoué. Notre génération ne peut pas échouer. Parce que d'abord, nous sommes l'ami de Dieu. Être l'ami de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes des croyants. Et que nous respectons le livre, le Coran comme la Bible.
nous avons comme ami Dieu. Nous avons d'autres dieux. Notre Père est notre maman. Nos parents sont nos dieux. En dehors du grand Dieu, le Dieu unique, nous avons respecté nos parents. Nous avons suivi leurs conseils. Nous nous sommes mis à genoux devant eux et nous avons grandi. Et nous avons bien grandi. Il y a également qu'on nous a mis à l'école. Et quand on nous a mis à l'école, on nous a mis au défi de réussir. D'abord, réussir pour papa, réussir pour maman, être digne de ses parents. Nous avons été dignes. Nous avons fait l'école, nous avons fait le lycée, nous avons fait l'université. Non, pour répondre à votre question, nous n'avons pas failli. Nous n'avons pas échoué. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, c'est ça la grande question. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 50, 60, 70? Il y a eu un tournant. Il y a d'abord la démographie. Il y a la démographie. Nous sommes près de 18 millions. Moi, à l'époque, quand je naissais, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, on était à peine 6 ou 7 millions d'habitants. Il y a également le relâchement familial. Mais c'est-à-dire que les villes, la civilisation dans les villes, a tué pratiquement toutes nos valeurs. La ville est cruelle. Ce qui se passe à Dakar, mais ce n'est pas ce qui se passe à Ndiaganiao ou à Fatick. Absolument. Ou à Gossas. Il y a donc cette jeunesse déferlante qui a quitté les champs, qui a quitté les villages, mais qui a tout coûté pour venir trouver l'Eldorado dans ce que l'on appelle les villes. C'est un phénomène catastrophique qui a généré ce qu'aujourd'hui nous vivons. Sans compter que l'État lui-même s'est relâché. Les systèmes éducatifs s'est effrité. Les parents se sont relâchés. Et puis aussi, il y a la pudeur par rapport au pouvoir politique. Vous avez dit aussi, dans une récente contribution, que les seules personnes que vous n'allez pas défendre, ce sont celles-là qui ont tourné le dos au soleil de l'éthique et de la morale. Est-ce que aussi l'élite politique, peut-être même l'élite intellectuelle, n'a pas failli sur ce plan-là, avec l'hubris du pouvoir et tout ça? Oui, je crois que je vous ai parlé des piliers, de ce que doivent être les piliers et les fondements de notre société. Nous avons perdu nos valeurs. Nous les avons perdues. Nous les avons vendues au diable. Et nous sommes devenus nous-mêmes des diables. Et je crois qu'il s'agit d'une refondation de notre société. Notre nouveau projet, parce que le projet est un mot qui est à la mode. Oui, absolument. Le nouveau projet du Sénégal, mais ce n'est pas de bâtir des usines d'abord, des industries d'abord, de construire des bateaux, de construire des avions. La première infrastructure dont nous avons besoin, et pour la bâtir, il ne faudra pas 5 ans. Il faudra 10 ans, 20 ans, 30 ans. La première infrastructure à bâtir, c'est un nouveau Sénégalais, un nouveau citoyen sénégalais. C'est la première infrastructure avant l'AIBD. C'est la première infrastructure avant Diamniadio. Mais ce que vous dites là, c'est quelque chose qui demande un temps long.
Alors que, comme vous l'avez dit par rapport à la démographie, les prospectivistes disent que la démographie est un destin. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal, la majeure partie de la population est jeune, colérique, impatiente. Comment allier les deux, bâtir un homo sénégalais, si je peux m'exprimer ainsi, nouveau, et en même temps résorber les problèmes de la jeunesse, qui visiblement est à l'origine de leur colère? D'abord, dire la vérité. Dire la vérité aux jeunes. Dire la vérité aux adultes. Dire la vérité aux vieux. Dire la vérité aux hommes politiques. Dire la vérité au peuple sénégalais. Il nous faudra du temps. Il ne faut pas rêver. Il faudra donner du temps à Diomaye. Il faudra donner du temps à ce jeune président que nous avons élu. Il faudra du temps. Il ne faut pas rêver. Il est vrai que les promesses ont été grandioses, mais il faut dire la vérité. Nous devons développer ce pays. Nous ne pouvons pas le développer en 5 ans, en 10 ans. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer. Et commencer par quoi? Commencer par l'éducation et la culture. Je ne suis pas de ceux qui croient que c'est le pain au chocolat ou le pain avec du beurre, mais qui développe un pays. Parce que tout le monde dit, moi j'ai faim, moi je veux travailler, moi je ne peux pas payer mes factures. Mais personne ne dit je veux savoir, je veux connaître. Et personne ne dit je vais travailler sans demander à l'État de me donner du travail. Je vais leur prouver que je suis capable de trouver du travail et de travailler et de servir mon pays. Ce n'est pas à l'État du Sénégal, mais de servir le peuple sénégalais gratuitement, en ne lui demandant rien en retour. Il ne faut pas rêver. Il faut que l'on se dise la vérité. Absolument. La vérité est fondamentale. Nous ne changerons pas ce pays en 5 ans, nous ne changerons pas ce pays en 10 ans. Mais c'est maintenant qu'il faut démarrer pour essayer de le changer. Maintenant, avec le développement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, l'ascension fulgurante des réseaux sociaux en Amadou Lamine Sall, est-ce que ce sera facile? Parce qu'on a l'impression que le Sénégal est à la croisée des chemins et qu'il y a des mutations profondes sur le plan socio-culturel. La jeunesse aspire à autre chose. La jeunesse, on a l'impression que la jeunesse n'a plus besoin de son héritage, pourtant si élogieux au Sénégal, n'est-ce pas? Vous avez très bien compris. Vous avez très bien compris en le monde d'aujourd'hui. Notre vie d'aujourd'hui, notre société d'aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas les seuls au monde. La technologie, le digital, les réseaux sociaux. Mais c'est naturel. C'est notre monde d'aujourd'hui. C'est notre parcours d'aujourd'hui. Nous n'y pouvons rien. Mais je crois que il nous appartient à nous, et non pas seulement à l'État, mais tous ensemble. Il faut arrêter de tout mettre sur le dos de l'État. Arrêter de tout demander à l'État. Chacun de nous, dans chaque maison, dans tout le Sénégal, chaque père de famille, chaque mère de famille, chaque fille, chaque garçon est concerné par le développement de ce pays. Nous devons prendre conscience du danger qui nous guette. Vous savez ce qui va nous sauver? C'est notre culture, notre identité culturelle, nos valeurs. Le monde s'accélère, le monde bouge, mais nous devons également aller
avec le monde, avec nos propres réalités, avec nos propres cultures. C'est ce que je crois. Nous ne pouvons pas arrêter la mer avec nos bras, mais ce que je voudrais dire, c'est que le rail ou la rail, l'essentiel est que le train passe. Oui, absolument. Maintenant, il est beaucoup question du président Léopold Sédar Senghor, mais force est de constater que aussi cette génération cherche d'autres exemples, des révolutionnaires par exemple. Thomas Sankara, on parle de voilà, Mandela peut-être, mais d'autres révolutionnaires. Certains même pensent que une personnalité comme Senghor n'a pas rendu service comment dirais-je, à la nation sénégalaise. Et excusez-moi, c'est un crime de lèse-majesté de dire ça devant vous, mais qu'il était presque peut-être un collabo de la France. Qu'est-ce que vous répondez à cette jeunesse? Mais laissez-moi vous répondre. Laissez-moi tranquillement vous répondre. Où est-ce que vous avez vu des héros, des révolutionnaires, réussir à bâtir leur pays? Tous ces grands révolutionnaires de l'histoire humaine ont fini où? Ils ont fini soit fusillés, soit tués par balle, soit assassinés, soit exilés. Comment Thomas Sankara a fini? Assassiné. Comment Che Guevara a fini? Assassiné. Comment Fidel Castro a finalement fini en développement avec son pays? Les grands révolutionnaires. Comment ils ont fini? Il faut faire attention aux révolutionnaires. Être révolutionnaire, c'est quoi? C'est vouloir changer la vie de son peuple. Avec des idées, mais seulement avec des idées et des mots. On ne change pas un pays avec des idées seulement et des mots. Il faut passer à l'acte. Et ces grands révolutionnaires n'ont pas pu passer à l'acte. Ils ont été freinés, soit par leur peuple, soit par d'autres qui ne voulaient pas qu'ils soient là. Aujourd'hui, mon cher ami, mais ce sont des révolutionnaires qui nous dirigent, non? Il faut dire les mots. Sonko est un révolutionnaire. Diomaye est un révolutionnaire. Le PASTEF, ce sont des révolutionnaires. Ils sont arrivés en bravant tout, en bravant les lois, en bravant tout. Et la jeunesse les a pris comme des révolutionnaires, comme des gens qui pouvaient changer notre destin. Et ils sont arrivés au pouvoir. Très peu de révolutionnaires sont arrivés au pouvoir. Eux, ils sont arrivés au pouvoir. Pourquoi? Maintenant, il faut passer à l'acte. S'ils passent à l'acte, nous gagnerons ensemble. Mais c'est un long travail, c'est un long processus. Si on n'avait pas eu Senghor, on n'aurait pas eu Diomaye aujourd'hui, on n'aurait pas eu Sonko aujourd'hui. C'est parce qu'on a eu Senghor hier qu'aujourd'hui, nous avons à Diomaye et Sonko. Le chemin a été balisé par un grand homme qui est entré dans l'histoire. Il est entré dans l'histoire comme poète, comme écrivain, comme philosophe, comme homme d'État. Je souhaite que ceux qui sont arrivés après lui soient également inscrits dans l'histoire, ce qui n'est pas évident. Senghor est intouchable. Sans Senghor, il n'y aurait pas eu ce moment que nous passons ensemble, ce 28 mai de l'année 2024. Senghor, c'est notre visa. Quand vous traversez nos frontières et quand vous dites que je suis sénégalais, on vous dit « Ah, le pays de Senghor ». Il faut que la jeunesse d'aujourd'hui, il faut que les jeunes d'aujourd'hui
apprennent à mieux connaître ceux qui ont donné à notre pays son indépendance. Il faut que la jeunesse d'aujourd'hui apprenne à connaître qui est Cheikh Anta Diop. Je suis allé à l'université de Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y avait des étudiants qui ne pouvaient pas vous parler de Cheikh Anta Diop et qui ne le connaissaient que de nom. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas normal. La jeunesse d'aujourd'hui, on a besoin de lui parler. On a besoin de lui dire la vérité. On a même besoin d'aller plus loin. Cette jeunesse d'aujourd'hui, il faut l'affronter. Il faut l'affronter. Parce qu'elle est l'avenir de ce pays. Et quand quelque chose devient l'avenir de votre pays, vous ne devez pas la laisser seule. Cette chose-là, qui est l'avenir de votre pays, vous devez la tenir dans vos bras. Et vous devez avoir le courage de lui parler et de lui montrer le chemin. Maintenant, comment parler avec cette jeunesse, Amadou Lamine Sall? Est-ce qu'il faudra aller, comme vous avez dit, l'affronter ou même l'arracher dans ses tares, ou bien il faudra dialoguer avec elle? Il faut commencer par le commencement. Il faut tout refonder. Dans ce pays, nous devons tout refonder. Au moment où nous parlons, aujourd'hui, il y a les assises sur la justice. On veut refonder la justice. Mais la justice n'est pas à réformer. Vous savez ce qu'il faut réformer? Mais ce sont les hommes politiques et les magistrats qui ont failli à leur mission. La réforme est là. La réforme, ce n'est pas la justice. Il faut réformer les hommes politiques et réformer les magistrats qui ont failli. Senghor, on revient à lui. À l'époque de Senghor, est-ce qu'on avait demandé à réformer la justice? On n'a jamais voulu réformer la justice. On n'avait pas besoin de réformer la justice. Il y avait des juges magnifiques, comme Keba Maï. Des juges élevés, des juges dignes, de véritables joyaux, qui ont accompagné le régime de Senghor pendant 20 ans. Même avec Abdou Diouf, on n'a pas eu de problème avec la justice. Les problèmes sont arrivés quand? Les problèmes sont arrivés avec Abdoulaye Wade, avec Macky Sall. Et on a pensé qu'il était temps que ceux que la justice de Macky Sall a mis en prison, quand ceux-là sont sortis de prison, ils ont dit, cette justice qui m'a mis en prison, et ces hommes politiques qui m'ont mis en prison, je vais les interroger. Pour que plus jamais que l'on ne me mette en prison, mais que cette justice ne me mette en prison, parce que j'ai osé braver le pouvoir. Mon cher ami, la liberté, mais ce n'est pas les droits de l'homme. Il ne faut pas confondre liberté et droits de l'homme. Et c'est pourquoi je dis que ceux qui veulent réformer aujourd'hui la justice, quand on regarde leur histoire de vie, quand on voit l'injustice qu'ils ont subie, due par l'application d'une justice injuste, mais ce sont eux qui pensent qu'il faut réformer cette justice. Mais est-ce que vous êtes pour la reddition des comptes? Qu'est-ce que vous appelez la reddition des comptes? La reddition des comptes, c'est quoi finalement? La reddition des comptes n'est rien d'autre qu'appliquer la justice. Appliquer la justice, c'est-à-dire que ceux qui ont failli à leur mission, ceux qui ont volé, ceux qui ont pillé, ceux qui ont travaillé avec incompétence, ceux qui ont rendu notre pays faible, ils doivent se justifier et ils doivent payer.
La reddition des comptes est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. Mais on ne... différent de la vengeance, selon Vous savez, nous sommes dans une société complexe. Les Sénégalais sont complexes. Les Sénégalais sont difficiles. Mais ce pays est un enfer. Mais ce pays est devenu un enfer. Mais c'est un enfer, mais c'est un enfer qui est climatisé. Souvent, c'est beau, c'est beau. Les poètes et les écrivains, et les hommes de foi, les hommes de Dieu. C'est notre foi. Mais même sur ce plan, Amadou Lamine Sall, on a l'impression avec la jeunesse que ce Sénégal n'a plus d'exemple, n'a plus de référence. C'est le crépuscule des idoles, pour parler comme Nietzsche. Est-ce que vous comprenez cette situation, ce sentiment de la jeunesse qui pense que voilà, il n'y a plus de référence dans ce pays. Il faut aller de l'avant et peut-être, je veux entre guillemets, même tuer le passé et avancer. Vous posez des questions capitales. Capitales. Je n'ai pas arrêté de vous dire, tout au long de notre entretien, qu'il faut avoir le courage de parler à cette jeunesse. Absolument. Qu'il faut avoir le courage, non pas seulement de lui parler, mais qu'il faut avoir le courage de l'affronter. Dans les lycées et collèges, dans les écoles, à l'université, c'est par là qu'il faut commencer. Il faut commencer par les écoles. Il faut commencer par les lycées, il faut commencer par l'université. Mais c'est par là qu'il faut commencer. Le mal est là. Et c'est par là qu'il faut commencer. Mais cette jeunesse, il faut l'affronter. Il faut lui parler. À chaque fois qu'il m'a été donné l'occasion de m'adresser aux jeunes de mon pays, dans les écoles primaires, dans les lycées et collèges, comme dans les amphithéâtres, je leur ai toujours dit quels étaient les fondamentaux d'une société de paix et de justice. Et je me suis rendu compte, qu'en leur parlant, j'avais conquis leur cœur et qu'ils avaient compris qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin. Et ça m'a profondément touché. J'étais très ému. Vous avez joué votre rôle quand même. C'est une jeunesse qui a peur. C'est une jeunesse qui est perdue. C'est une jeunesse qui a faim, qui a soif. C'est une jeunesse, mais qui manque de tendresse, mais qui manque d'amour, mais qui manque d'attention. Qui manque de poésie. Qui manque, mais de poésie. Ouais. Il faut aller vers elle. Il faut l'affronter en lui parlant. En leur disant, à cette jeunesse que nous n'avons pas des emplois à vous donner tout de suite. Parce que, mais la vérité est que cette jeunesse, elle a pensé que quand Diomaye et Sonko arriveront au pouvoir, le lundi, le mercredi, ils pourront aller épouser une belle Sénégalaise. Ils pourront conduire une Mercedes. Ils auront un compte bancaire bien fourni. Ils auront du thieboudienne toute la journée et de la viande grillée le soir. Mais c'est cela la vérité. Diomaye le fait. Sonko le fait. Et c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Il faut que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Et que nous disions à cette jeunesse, nous vous avons fait des promesses. Parce qu'il est de notre devoir de vous faire des promesses. Il est de notre devoir de vous apaiser. Nous vous avons apaisé. Vous nous avez conduits au pouvoir. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour vous aider, vous accompagner, mais il nous faudra du temps. Il faut parler à cette jeunesse. Maintenant, il y a une autre problématique. Dans nos documentations aussi, nous savons que vous êtes
une personnalité qui aime beaucoup votre maman. Et au demeurant aussi, je me souviens, la première contribution que j'avais lue, c'est une contribution que vous avez écrite sur la femme sénégalaise, qui sont si belles et qui sentent si bon. Comment analysez-vous aussi les mutations sur le plan du féminisme et cette libération de la parole féminine au Sénégal? On voit par exemple dans les sorties médiatiques des confessions sur les violences subies dans les couples. Et voilà, la femme sénégalaise est-elle est-elle devenue beaucoup plus libre dans ses propos? Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir parlé de ma mère. Vous êtes en face d'un homme qui ne croit en rien d'autre qu'à sa mère, à la femme. J'avais à peine 8 ans quand j'ai perdu mon papa. C'est ma mère, c'est une femme, mais qui m'a prise en charge et qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Ce n'était pas évident. Et quand on regarde ce pays, à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, quand vous sortez dans la rue, vous ne voyez que des femmes avec des bols, mais qui vendent leurs poissons, qui vendent leurs citrons, qui vendent leurs laits caillés, qui parcourent des kilomètres et des kilomètres pour rentrer le soir, nourrir leur enfant, lui permettre de vivre et d'aller à l'école. Je ne dis pas que les papas ne font pas grand-chose, mais je m'arrête aux femmes. Parce que je crois en elles, parce que je les aime, parce que j'ai vu ce qu'elles peuvent faire. Vous savez, vous allez aux États-Unis d'Amérique, ou vous allez en Afrique du Sud, mais dans les ghettos. Vous rentrez dans les ghettos. Vous savez ce que c'est qu'un ghetto? Mais c'est une ville sans rue et sans maison. Et des milliers d'enfants. Et quand vous parlez à ces enfants, ils ne connaissent que leur maman. Ils vivent avec leur maman. Et quand on leur dit « Où est papa ?» ils disent « Je ne connais pas papa. » Ou bien « Il a été assassiné. » Papa, il est en prison. Papa, il est parti. Il n'y a que maman. Ce sont les femmes qui sont là. Mais qui bravent la vie. Mais qui bravent le destin. Mais qui bravent tout. Nous devons rendre hommage à nos femmes. Rendre hommage à la femme sénégalaise. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que nous devons réfléchir davantage pour que dans l'alternance politique, qu'il y ait un moment où il faut s'arrêter et donner le pouvoir aux femmes. J'ai demandé à ce qu'on mette dans la constitution du Sénégal qu'après 2 ou 3 mandats consécutifs d'hommes, que le 4e ou le 5e mandat soit confié à une femme. Vous pensez qu'elles sont... Je crois en elles. Ouais, qu'elles sont plus sensibles, plus sérieuses que les hommes? Allez, Amadou Lamine Sall, dites-le. Non seulement j'affirme, ouais. J'affirme ce que vous dites, Ouais. mais je le dis encore plus fort. Ouais. D'abord, elles sont belles. Ouais. Si nous avions des femmes partout, il y
y aurait moins de corruption, il y aurait moins d'incompétence, il y aurait moins de faillites. Elles sont attentionnées, elles sont rigoureuses, elles sont imparables. Nous avons besoin des femmes dans ce pays et il faut que davantage nous leur confions des postes de responsabilité et des missions régaliennes. En tout cas, moi je rends hommage à ma mère parce que sans ma mère, il n'y aurait pas eu d'Amadou Lamine Sall. Maintenant, Amadou Lamine Sall, si vous deviez redéfinir l'homo sénégalais entre le XXe siècle et le XXIe siècle, est-ce que vous allez garder la même définition de l'homme sénégalais ou bien vous avez une autre définition de l'homme sénégalais? Vous savez, nous sommes aujourd'hui à un moment douloureux de notre histoire. Quelque chose a changé. Et personne ne veut savoir ce qui a changé. On fait semblant de ne pas savoir ce qui a changé. Mais chacun de nous sait ce qui a changé. Et chacun de nous sait que si chaque matin, dans 20 ans, si chaque matin, le Sénégal continue d'être le Sénégal d'aujourd'hui, nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part. Nous sommes en 2024. Le jeune Sénégalais de 2050, c'est demain. Demain. C'est demain qu'il faut commencer à le fabriquer. C'est demain qu'il faudra commencer à l'inventer. C'est maintenant, en 2024, qu'il faut préparer l'homme sénégalais de 2050. C'est un travail énorme, c'est une responsabilité énorme. Mais nous devons avoir le courage et la lucidité de l'accepter et de s'y préparer. En commençant par l'éducation et la culture. Si nous voulons bâtir un Sénégalais nouveau, si nous voulons bâtir l'homo sénégalensis dont vous me parlez, et je crois que c'est celui-là, moi qui nga xam ne nit la, celui qui s'instruit, celui qui se respecte d'abord, parce que ne pas s'instruire, être insolent, être indiscipliné. Mais ce n'est pas ne pas respecter l'autre. C'est d'abord ne pas se respecter soi-même. C'est se considérer comme un animal. Nous devons continuer à demander du pain, à demander du riz, à demander de l'huile, à demander des emplois. Mais nous devons demander pardon. Nous devons demander pardon à nos parents. Ce n'est pas parce que nos parents ont failli, parce que nos parents sont fatigués. Parce que ce monde est fatigant. Parce que ce monde est triste. Si je n'étais pas un poète, je vous fais une confession. Vous ne m'auriez pas trouvé dans ce monde aujourd'hui. Je serais mort depuis longtemps. Mais j'ai des gilets pare-balles. Vous êtes un poète. Mon gilet pare-balles, c'est la poésie. La générosité, l'attention, l'écoute de l'autre. Il y a trop de malheur dans ce pays, il y a trop de douleur, il y a trop de misère, il y a trop de solitude. Il y a des Sénégalais qui meurent chaque jour dans leur maison par politesse. Oui.
par pudeur, parce qu'ils ne veulent rien demander à personne. Est-ce que c'est une faillite de la solidarité au Sénégal? Quelque part. Quelque part, c'est une faillite de la solidarité. Mais personne ne me fera croire que dans mon pays, il n'y a pas des femmes et des hommes merveilleux, généreux, qui passent tout leur temps à faire du bien, mais qui prient, mais qui donnent l'amour et qui donnent tout ce qu'ils ont. Ce pays est un pays merveilleux. Il y a des gens dans ce pays, il y a des Sénégalaises et des Sénégalais qui sont de pure merveille. Mais la force qui remonte et qui pue, mais c'est cela seulement que l'on voit. Maintenant, pour peut-être finir, est-ce qu'on a des ressorts pour dépasser cette situation-là? Est-ce que vous croyez toujours à notre capacité spirituelle et culturelle? Nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à croire à cette capacité de nous relever. Il n'est pas question, mais de faillir. Nous sommes condamnés à croire que nous pouvons être les meilleurs si nous voulons être les meilleurs. Il y a en nous, il y a chez le Sénégalais, au fin fond du Sénégalais, quelque chose que Dieu lui a donné, quelque chose que Dieu lui a confié, quelque chose de beau, de grand, de digne. Cet héritage qui est au fond de chacun de nous, nous devons aller le chercher, parce qu'il est là. Il ne faut pas refuser ou avoir peur d'aller le chercher. Et c'est cet héritage-là que nous devons aller chercher et qu'ensemble, nous devons élever pour que notre pays redevienne ce qu'il ne devait jamais cesser d'être. Un pays de foi, un pays de prière, un pays de générosité, un pays d'amour, un pays de paix, un pays de fraternité, un pays de partage. Amadou Lamine Sall, je vais finir par vous poser une question. Mesurer l'orgueil d'être différent au bonheur d'être ensemble. Est-ce que vous savez qui a dit cette phrase-là? Je ne suis pas obligé de le savoir. C'est Senghor, bien sûr. Et la dernière question, vous suivez l'actualité, vous voyez ce qui se passe en Palestine. Est-ce que c'est la faillite de l'humain et de l'humanité? J'ai écrit un article, je crois que vous ne l'avez pas lu, sur ce qui se passe en Palestine, entre Israël et la Palestine. J'ai été en Israël. J'ai été à Gaza comme écrivain et comme poète pour rencontrer des écrivains palestiniens. J'ai visité Gaza, j'ai vu Gaza. Ce qui se passe dans ce coin du monde, je crois que même Dieu a du mal, même Dieu a du mal à croire que ce qui se passe en Palestine, mais se passe véritablement en Palestine. Cette monstruosité, cette haine, elle fait peur. Je crois qu'il est temps que la communauté internationale arrête de faire l'hypocrite, que la communauté internationale ait le courage de dire on arrête. Il faut arrêter. Mais ce qui se passe en Palestine, c'est inacceptable. Le peuple palestinien a droit de vivre et a droit d'exister. Et le peuple israélien a le droit de vivre et le droit d'exister. Mais il faut qu'Israël comprenne. Et d'ailleurs,
Je ne comprends pas qu'un peuple qui a subi ce qu'il a subi, qui a été exterminé par les nazis, je ne comprends pas qu'un peuple qui a tant souffert puisse donner aux autres une telle souffrance. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Il faudrait que ce peuple israélien qui a le droit de vivre comprenne qu'il ne pourra jamais exister et jamais vivre en paix en faisant de la Palestine une boucherie. Merci Amadou Lamine Sall. Nous sommes très heureux de cet échange et vous avez parlé tout à l'heure un peu de la mort. Comme vous l'avez dit, vous nous aidez à tenir. C'était sur la transmission, c'était de la provocation, mais je pense que vraiment vous faites partie des gens qui ont beaucoup transmis, qui ont beaucoup dialogué avec la jeunesse. Donc nous vous remercions, c'était un plaisir de vous recevoir, Amadou Lamine Sall. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'était tout aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission À contre-courant, l'émission qui pense l'actualité.